Mourir peut attendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il porte bien son nom. Censé sortir en février, puis en avril 2020, le film finira par être repoussé plusieurs fois à cause d'une petite pandémie. On est en 2021, soit plus de 18 mois après la date initiale, et ça y est, le 25e James Bond est enfin sur nos écrans. Cette longue attente était presque devenue un running gag, et a même poussé l'équipe à retourner certains plans, parce que les placements de produits n'étaient plus à jour. Bah ouais, on va quand même pas montrer James Bond avec un vieux téléphone de 2019, faut pas déconner. Mais bon, tout ça est derrière nous, et il est temps d'enfin profiter de ce No Time to Die qu'on a tellement attendu. Pour faire simple et rapide, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être, mais j'ai complètement adoré Mourir peut attendre. Et en vrai, c'était pas gagné. Parce que la saga, depuis que Daniel Craig a repris le rôle, fait pour moi des montagnes russes. Passant de l'excellent Casino Royale au très oubliable, ennuyeux et incapable de monter une scène d'action Quantum of Solace, avant de rebondir fantastiquement avec celui qui est pour moi le meilleur film Bond de tous les temps, le sublime et crépusculaire Skyfall. Pour finalement retomber dans quelque chose de bien moins glorieux avec le très pâle Spectre. Si ça suivait la logique, celui-ci devait être excellent. Et effectivement Mourir peut attendre est pour moi un immense film qui, sans quelques défauts, aurait pu être un chef-d'œuvre et même surpasser Skyfall. On y retrouve donc Bond qui profite de la vie avec Madeleine Swann, toujours campée par Léa Seydoux. Malheureusement pour tous les deux, le passé les rattrape et Bond se retrouve embarqué dans une nouvelle affaire à base de scientifiques enlevés, de menaces mondiales, de spectres et d'un nouvel ennemi, Safin. Je suis volontairement hyper vague dans le résumé parce que j'aimerais pas divulguer quoi que ce soit qui pourrait vous gâcher l'expérience qui vous attend quand vous découvrirez le film. C'est aussi parce que, et ça va peut-être faire débat, mais pour moi c'est l'un des James Bond où le scénario de base, c'est-à-dire Bond versus un méchant, comment qui va faire pour sauver le monde, a le moins d'importance. Et en vérité, c'est pas plus mal parce que le bien nommé Lucifer Safin, Lucifer quoi. Comment tu veux que ton gosse devienne un gentil quand tu l'appelles Lucifer? Ah bref, la subtilité des noms dans la saga me fera toujours autant rire. Ce fameux Lucifer, joué par Freddie Rami Malek Mercury, bah il a pas un plan dingue. Enfin si, son premier plan est excellent. Mais une fois que le climax du film arrive, alors là c'est plus flou. Enfin, cela dit, ça m'a pas du tout dérangé lors du visionnage. Tant j'étais pris par les différents enjeux. C'est seulement plus tard, quand j'y ai réfléchi et que j'en ai parlé autour de moi, que j'en ai pris conscience. Par contre, ça n'enlève rien à la bonne performance de Rami Mr. Robot Malek. Et en vous parlant du méchant, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire de négatif sur le film. Tout le reste, c'est soit très bon, soit excellent, soit au-delà de mes attentes. Alors attention, le film va diviser, c'est certain. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre inatteignable que tout le monde va adorer, c'est impossible. Parce que No Time to Die est un film qui prend des risques, qui ose des choses. Et je suis sûr que si vous l'avez vu, il y a peut-être des choix ou des idées qui vous ont pas plu. Parce que jamais aucun film James Bond n'avait autant joué avec l'image de Bond, avec la signification de 007, l'importance du MI6. Et c'est un film qui ose aller au bout de ses idées. Je reviendrai peut-être sur l'histoire plus en détail dans une vidéo dans quelques jours, avec des spoilers. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que Mourir peut attendre clôt une série de 5 films qui aura réussi à former sa propre saga à l'intérieur de l'énorme saga Bond. 5 films, je l'ai dit au début, aux qualités différentes, on va être poli, mais qui, pris ensemble, ne racontent qu'une seule et même histoire, celle de ce James Bond, de cet agent 007, de ses premiers pas à sa très belle conclusion. Un personnage qui s'épaissira, d'épisode en épisode, de perte en perte, de mission en mission. Le Bond de Daniel Craig n'a jamais eu beaucoup de chance. Il suffit de voir les destins de M et surtout de Vesper, dont le souvenir lui collera à la peau, encore dans cet opus-ci, offrant une séquence pré-générique mélancolique et dantesque à la fois. C'est une sorte de personnage maudit, qui ne peut pas échapper à sa fatalité, celle de voir tous ceux auxquels il tient tomber autour de lui. Et Cary Fukunaga, réalisateur et co-scénariste, en joue tout le long du film, et on sent que, au-delà de sa rivalité avec Spectre, Blofeld ou Safin, son vrai défi ici, c'est de faire tourner sa chance, de pouvoir enfin laisser ses démons derrière lui, et avancer, heureux, avec quelqu'un en qui il a confiance. Et avoir réussi à humaniser à ce point-là James Bond, depuis Casino Royale, je trouve ça incroyable. C'est ça qui aide à être investi ici. L'attachement qu'on peut avoir pour le personnage. Et je révèle absolument rien en disant ça, mais si on m'avait dit que j'allais être autant pris émotionnellement devant un James Bond, je l'aurais pas cru. D'un côté un peu plus technico-technique, la mise en scène de Fukunaga à qui on doit le film Beast of No Nation, ou encore l'une des meilleures saisons de série de tous les temps, la saison 1 de True Detective, est très bonne, évidemment, avec quelques belles idées, notamment sur la longueur des plans, les faisant durer un peu plus que si quelqu'un d'autre avait été aux manettes, préférant souvent un mouvement de caméra plutôt qu'un cut, ce qui permet de se sentir plus proche et plus investi dans l'action. Et puis en tant que grand fan des plans séquences, lui qui en avait déjà fait un complètement dingue entre détectives, réitère ici avec une scène de baston en un plan qui m'a fait très plaisir.
Niveau musique aussi, quelle joie de retrouver un Hans Zimmer plus calme, lorgnant sur les passages doux de Inception comme Time, plutôt que sur des énormes devenus presque caricaturaux. On notera aussi une jolie utilisation de certains anciens thèmes de la saga, ainsi que quelques notes du No Time to Die de Billie Eilish, la chanson du générique, à des moments très à propos. Et j'en oublierais presque de parler du casting. Craig est parfait, bien sûr, Seydoux, n'en déplaise à tous ceux qui lui versent des sauts de merde en continu, tient bien son rôle, Valls et Fiennes font ce qu'ils ont à faire, Jeffrey Wright est toujours génial en Felix Leiter, pareil pour Naomi Harris en Moneypenny, et puis les deux nouvelles, Lashana Lynch dans ce rôle si controversé et impeccable, et Ana de Armas illumine le film de son sourire dès qu'elle apparaît à l'écran. D'accord, on ne la voit pas assez, mais déjà on ne voit jamais assez Ana de Armas. Néanmoins, je trouve que son personnage est très bien mis en valeur durant le quart d'heure dans lequel elle apparaît, et de Armas parvient à la rendre aussi adorable que badass en très peu de temps. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de très bonnes choses à dire sur No Time to Die, on n'a sans doute pas fini d'en parler, mais le mieux si c'est pas encore fait, parce que je sors cette vidéo le jour où le film sort en France, c'est d'aller le voir, et puis de revenir me dire ce que vous en avez pensé. Je serais très curieux d'échanger avec vous sur n'importe quel réseau, alors je vous attends. Pour moi, ce film vaut un 17 sur 20, se place dans mon top 3 des films James Bond, et dans mon top 4 de l'année. Rien que ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker et de partager, c'est super important pour la chaîne, en plus on se rapproche des 1000 abonnés, alors je compte sur vous, à très bientôt, c'est promis.